Une entreprise, c'est à peu près partout la même chose, les règles du jeu sont à peu près partout les mêmes, pour une raison très simple, c'est que fondamentalement, une entreprise, c'est un contrat. Alors le point de départ, la phase initiale, comme tout contrat, ce sont des pourparlers. Donc vous avez des acteurs autour d'une table qui se mettent d'accord, qui apporte quoi, comment, quel type d'apport. Alors il y a des apports en numéraire, en nature, en industrie. En numéraire, c'est du cash. En nature, ce sont des actifs matériels. En industrie, ça peut être un carnet d'adresses, par exemple. Cela aboutit à une répartition de pourcentage de l'entreprise entre les associés. Et donc à la signature d'un contrat, qu'on appelle le contrat de société, c'est ce qu'on appelle aussi les statuts. Et ce sont ces statuts, en anglais on dit bylaws, qui seront enregistrés. Le cas échéant, on complète ces statuts par ce que l'on appelle un pacte d'actionnaires, c'est-à-dire un accord sur la façon dont les uns et les autres se positionneront face à tel et tel type de décision. Une fois que l'on a ça, eh bien, il ne reste plus qu'à immatriculer l'entreprise, donc on va l'enregistrer, et sa date de naissance correspondra au moment où elle sera immatriculée. Alors, la personnalité juridique, c'est une vraie personne. Une vraie personne au sens où elle a une identité, au sens où elle a une date de naissance, on vient de le voir. Et comme les juristes n'ont pas beaucoup d'imagination, historiquement en tout cas, la personne morale avait un sexe. Alors était-ce un homme, était-ce une femme? Quand on regarde la terminologie associée aux entreprises, c'est très féminin. On a la société mère, le régime mère-fille, les sociétés sœurs. En fait, historiquement, la société était un homme, tout simplement parce que la société avait des prérogatives que les femmes n'avaient pas le droit d'avoir à cette époque-là. Par exemple, aussi simplement qu'un compte en banque, c'est quelque chose qui était réservé aux hommes. Donc, pour cette raison-là, historiquement, la société était un homme. Cette personnification de la société, elle s'est poursuivie avec le temps. Donc, on lui a donné des droits. Donc, sa capacité juridique, c'est la capacité, pas simplement de posséder des choses, mais la capacité aussi d'attaquer en justice. Et des devoirs. Ces devoirs, ce sont des devoirs fiscaux. On paye l'impôt quand on est une personne morale. Enfin, ça dépend laquelle, mais la plupart. Et également, on a une responsabilité de personne, c'est-à-dire que lorsqu'une entreprise cause un dommage, c'est elle qui répare. Alors, il y a ce qu'on appelle la responsabilité civile et il y a ce qu'on appelle la responsabilité pénale. Historiquement, on pourrait s'interroger sur l'idée même de responsabilité pénale, puisqu'elle suppose une volonté. Quand je cause un accident par négligence, c'est une chose. Quand je cause un accident délibérément, c'est autre chose. La question, c'est savoir si une entreprise peut être délibérément malfaisante, est quelque chose d'assez bizarre, et pourtant c'est quelque chose qui a été retenu. Donc une entreprise peut être pénalement responsable aujourd'hui. Pénalement responsable pour une entreprise, ça veut dire quoi? On ne peut pas mettre une entreprise en prison, mais on peut lui infliger d'autres sanctions pénales, en particulier des amendes. Et finalement, la dissolution d'une entreprise, ce n'est rien d'autre que la peine de mort appliquée aux entreprises. Alors, quelle est la bonne forme juridique? C'est une question très compliquée qui est beaucoup débattue en réalité, parce qu'il y a beaucoup de formes possibles. Et le fait même que le catalogue puisse être aussi riche après tant d'années montre que le choix n'est pas si simple, parce que si tout le monde pensait la même chose, il ne resterait plus qu'une seule forme juridique aujourd'hui. Donc si aucune forme juridique n'est vraiment tombée en désuétude, c'est que chacune a son intérêt. Alors, il y a beaucoup de façons de regarder la question. La première, c'est évidemment but lucratif ou non lucratif, sachant que la notion de but non lucratif est très ambiguë. Très souvent, on a tendance à confondre le but non lucratif de l'entreprise avec le but non lucratif des associés. Le but non lucratif de la personne morale pour une association, c'est le but non lucratif de ses membres. En d'autres termes, une association peut parfaitement gagner de l'argent, peut parfaitement réaliser des profits. Ce qu'elle n'a pas le droit de faire, c'est de distribuer à ses membres. C'est la raison pour laquelle il ne vous a pas échappé que certains responsables d'associations pouvaient mener grand train sur le dos de l'association en question. Parce que si on ne peut pas distribuer des profits, on peut parfaitement doubler, tripler, quadrupler les indemnités des dirigeants, on peut leur donner de très belles voitures de fonction, et ainsi de suite. La responsabilité limitée, c'est évidemment le critère, je dirais, le plus spectaculaire,
le plus spectaculaire pour les non-juristes. Est-ce que si je vous propose de créer une entreprise là, vous préférez une société à responsabilité limitée, c'est-à-dire où dans le pire des cas vous ne perdrez que ce que vous avez apporté, ou inversement une société dont les dettes peuvent aller être recherchées chez tous les associés, évidemment vous préférerez la responsabilité limitée. Pourtant, c'est un critère qui est moins important dans les faits qu'il y paraît, je reviendrai dessus. D'autres considérations entre lignes de compte. Est-ce que j'ai besoin d'action? Par exemple, est-ce que mon objectif à terme est d'introduire une société à bourse? Si c'est le cas, j'aurai besoin d'actions. Et si j'ai besoin d'actions, il n'y a pas 36 sociétés qui ont des actions. C'est en particulier la société anonyme. Et c'est pour ça que c'est celle-là que vous trouvez de façon largement majoritaire en bourse. Et puis il y a également les questions qui sont les questions de gouvernance. Est-ce que je veux une gouvernance de type féodal ou est-ce que je veux une gouvernance de type égalitaire? Ce n'est pas le même type d'entreprise. Si je veux une gouvernance égalitaire, c'est plutôt la coopérative qui m'intéresse. Si je veux une gouvernance féodale, c'est plutôt la société anonyme ou la société par action simplifiée qui m'intéresse. Donc, il y a des critères de ce type qui entrent en ligne de compte. Pour nous, les juristes, cette question est une question peut-être de moindre importance, tout simplement parce qu'à l'arrivée, on en fera ce qu'on voudra. On en fera ce qu'on voudra parce que si vous prenez une société à responsabilité illimitée, par exemple, et que les actionnaires ABC ne sont pas très satisfaits dans cette situation-là, eh bien, il est tout à fait envisageable d'imaginer que l'entité à responsabilité illimitée ne s'expose pas directement au marché, mais intervienne par l'intermédiaire de sociétés à responsabilité limitée. Auquel cas, en cas de casse, eh bien, la casse s'arrêtera à l'endroit où se situe l'apport de la société à responsabilité illimitée, c'est-à-dire que la société à responsabilité illimitée, en réalité, ne détiendra que des actions qui pourront aboutir à une faillite ou non des entités qui seront en aval, celles-ci, mais qui, en tout état de cause, ne dépasseront jamais la frontière qui est là. Donc pour nous, les juristes, ce n'est pas très important qu'une société soit à responsabilité illimitée, dès lors qu'entre elle et le risque, il est possible d'intercaler des entités à responsabilité limitée. Ça, c'est ce qu'on pourrait appeler le bouclier aval. On peut aussi imaginer un bouclier amont. Vous reprenez les mêmes associés, avec la même entité à responsabilité illimitée, on peut imaginer que pour les protéger, on les fasse intervenir au travers eux-mêmes de sociétés à responsabilité limitée. Auquel cas, en cas de problème, eh bien les problèmes traverseront bien la société à responsabilité illimitée qui là est exposée au marché, mais s'arrêteront bien à la responsabilité limitée des entités que l'on a intercalées entre elles et les associés. Donc pour nous, les juristes, toutes ces questions sont des questions assez secondaires parce qu'on arrive toujours au résultat que l'on souhaite. Je vous remercie.